Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le thème du prélèvement à la source qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc si vous avez des questions pendant le webinaire, vous êtes tous sur mute, donc merci de poser vos questions par le chat. Donc on répondra aux questions plutôt en fin de session. Oui, et on rendra ce webinaire relativement interactif, on se permettra de vous poser quelques questions pour voir si tout est clair. Donc pour vous accompagner aujourd'hui, donc Frédéric Giquel, qui est directeur associé du groupe HRPass. Bonjour. Et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe HRPass, donc nous sommes les spécialistes des solutions RH. Donc, nous sommes présents maintenant sur le marché depuis presque 17 ans, avec aujourd'hui 600 collaborateurs qui travaillent pour HRPass, un chiffre d'affaires de 75 millions. Donc, vous comptez parmi nos clients, donc on a 1000 clients environ. Et on fait 4 métiers, donc un métier de conseil, donc conseil sur les solutions RH, conseil en stratégie RH, conseil en organisation en général. On fait de l'intégration, donc sur différents outils. En grande partie, vous voyez des outils qui sont sur la droite. Et on fait également de l'externalisation sur ces outils. Et on a des logiciels en propre. Aujourd'hui, on va vous parler plutôt des problématiques paye, mais vous savez qu'on connaît également d'autres problématiques RH qui peuvent être, par exemple, la gestion des talents, le corps RH, la gestion des temps, la mobilité, et j'en passe, et des meilleurs. Mais on va rentrer là tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on vous parlera essentiellement du prélèvement à la source. Donc l'état des lieux et les grands principes. On vous parlera donc du contenu et du fonctionnement, donc ce qu'on appelle le PASS, donc le prélèvement à la source. Donc l'impact du PASS sur les outils, les risques de sanctions et enfin l'anticipation au niveau de la réforme. Donc Frédéric, ça va être à toi. Merci Fabienne. D'abord un grand merci à tous d'être présents. On était un peu inquiets du taux de participation compte tenu des annonces récentes du gouvernement quant au maintien du PASS. Alors il se trouve que c'est reporté, donc on va dire qu'on décale un peu l'exigence et l'obligation. Donc merci à tous. Vous êtes moins qu'initialement inscrits, mais vous êtes quand même très nombreux. Vous êtes quand même très nombreux. Donc merci. D'abord merci. Donc effectivement, ce qu'on va s'attacher à faire aujourd'hui, on a un peu changé notre ordre du jour du coup, compte tenu de ce qui s'est passé récemment, il y a une semaine. L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'une part de vous faire comprendre à quel point la réforme est complexe, si vous n'aviez pas déjà identifié qu'elle l'était, en vous l'expliquant du mieux qu'on pouvait dans le temps qui nous est accordé. Et d'autre part, compte tenu de ces complexités, de vous expliquer de notre point de vue pourquoi il est important d'anticiper et de ne pas attendre le dernier moment pour commencer à y bosser, à y travailler, à y réfléchir, compte tenu de l'ensemble de ces impacts. Voilà. L'idée de la présentation, c'est celle-ci. On va déjà commencer par vous poser une petite question pour voir justement vous où vous en étiez par rapport à cette réflexion-là. Donc avant l'annonce du report, aviez-vous déjà enclenché une réflexion sur la mise en place du prélèvement à la source? Donc si vous voulez bien commencer à répondre. Donc non, pas du tout. Vous n'aviez rien fait, vous attendiez. Vous aviez commencé à prendre connaissance de la réforme. Vous aviez fait donc des études de faisabilité où carrément vous étiez enclenché, vous aviez enclenché vraiment une vraie démarche en étant pilote pour la mise en place de cette réforme. Donc là, pour l'instant, 62% d'entre vous ont voté. Je vous laisse encore un petit peu de temps. 71%. Ben voilà, je pense que pratiquement tout le monde a voté. Donc je donne le résultat à 76% ont voté. Donc il y a 20% d'entre vous qui n'avaient pas commencé quoi que ce soit. 69% qui avaient pris connaissance de la réforme. 4% qui avaient commencé une étude de faisabilité et 8%, 7% qui sont pilotes. Voilà. Donc Fred, ça va t'aider, je pense, pour la suite. Ça m'aide et ça m'aide surtout à introduire. Comme d'habitude, dans ce genre de webinaire, on n'est jamais... il est certain que je vais redire des choses que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Donc désolé par avance pour cela. L'idée, c'est de donner de l'information à tous. On n'a pas la prétention
vous décrire exhaustivement l'ensemble des règles et d'avoir l'exhaustivité de la connaissance. On va juste vous donner notre vision de la complexité de la réforme et effectivement des impacts. Je prends précaution aussi, je ne vais pas parler trop du passereau qui concerne le secteur public, donc je suis plutôt focus sur le pass secteur privé. Voilà. Donc on n'a pas aujourd'hui pour objectif de présenter des modalités particulières de mise en œuvre du prélèvement à la source dans le contexte du secteur public via passereau, via la déclaration passereau, dans la mesure où pour le secteur public, ils ne sont pas en DSN et que du coup un mode alternatif de déclaration du prélèvement a été proposé et qui s'appelle le passereau. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de ce sujet-là. Donc désolé par avance pour ceux qui sont concernés. Si on fait un rapide tour d'horizon et état des lieux du statut de la réforme à date, pour faire très vite, parce que je pense que vous avez tous suivi ça récemment, la réforme a été adoptée en novembre 2016, votée en novembre 2016 également, quelques jours plus tard. En mai 2017, le gouvernement, curieusement, a accéléré pour produire des décrets d'application de la réforme, donc juste avant le changement de gouvernement. Et puis, il y a une semaine, le 7 juin, le gouvernement a annoncé un report d'1 an de la réforme avec 2 explications. Hein. La première, elle est clairement politique, il ne faut pas se leurrer. Vous avez dû lire ça dans la presse. Elle avait pour objectif de ne pas coïncider avec la baisse de cotisation salariale qui est envisagée par Macron. Donc l'idée, c'était de ne pas masquer cette mesure de baisse de cotisation par le prélèvement à la source qui serait venu directement impacter le net et du coup qui aurait rendu invisible l'impact de baisse des cotisations. Donc ça, c'est clairement une raison. Et puis quand même, une raison qui, de mon point de vue, est réelle et légitime, qui est plus technique, qui est de dire aujourd'hui, on n'est pas certain de la capacité des entreprises à mettre en œuvre cette réforme et surtout, on n'est pas encore sûr d'avoir mesuré correctement l'ensemble des impacts. Voilà. Ce qui me semble plutôt une remarque de bon sens, qui aurait peut-être pu être anticipée et travaillée en amont. Donc, pour cette raison-là, je pense que c'est une bonne mesure d'avoir reporté d'un an. Voilà. Alors, les grands principes, là pareil, désolé, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, donc je vais passer assez vite. Je pense que vous avez tous un niveau de connaissance à minima du sujet. Donc, en gros, l'idée, hein, c'est de prélever l'impôt en même temps que la perception des revenus le mois. Donc, d'être au plus près au niveau de l'impôt de ce que gagne le salarié. Je le fais un peu de façon simplifiée, mais c'est un peu ça l'idée. Le point important, c'est le point 3 du slide, c'est que c'est quand même l'employeur qui va devenir le collecteur de l'impôt pour les salariés. Et ça, c'est un vrai point de complexité que la DGFiP ne communique pas forcément en ce sens en disant que ça restera simple, mais il ne faut pas se leurrer. Ça va être un vrai changement pour vous que d'avoir à gérer quelque part un sujet qui aujourd'hui n'est pas dans votre périmètre et qui demain le sera et qui vous amènera finalement à avoir des questions tout à fait nouvelles de la part de vos salariés. Alors, le taux, il sera envoyé, je vais vous décrire dans celle qui suit un peu plus précisément le fonctionnement. Là, je vous donne les grands principes. Le taux, tous les mois, vous sera communiqué un taux pour l'ensemble des salariés, que le taux change ou qu'il ne change pas. Et évidemment, il changera si la situation du salarié évolue au mois le mois. Le salarié peut choisir que le taux ne soit pas communiqué à l'entreprise, s'il ne souhaite pas que son taux d'imposition soit connu. Il peut décider et demander à l'administration fiscale de ne pas communiquer un taux, auquel cas on appliquera un taux dit neutre. En tout cas, vous devrez appliquer un taux neutre, moyennant tout un ensemble de règles que je vous décrirai plus loin. La déclaration annuelle de revenus sera maintenue, c'est-à-dire que les salariés auront toujours une déclaration annuelle tous les ans, qui viendra régulariser tous les appels de l'année, ou pas. Et puis, bon, une remarque sur le point 7, c'est que effectivement, les revenus de l'année qui précèdent le démarrage de l'impôt à la source seront, entre guillemets, exonérés d'impôt, hormis les revenus exceptionnels qui, eux, seront taxés en fin d'année au moment de la régule.
C'est pour pas bénéficier d'un effet d'aubaine au niveau des salariés et pour pas faire échapper à l'impôt ces revenus-là. Voilà, je vais vite, hein, je pense que ce niveau d'information, vous l'aviez, donc j'avance. Ensuite, on s'est attaché à essayer de décrire le fonctionnement, la cinématique, le processus, si vous voulez, de fonctionnement du pass au démarrage et en mode run. Alors, au démarrage, l'idée, c'est de dire que, initialement, l'idée, c'était de dire, si ça démarre en janvier 2018, l'idée, c'était de dire que la DGFiP envoyait à peu près 2 mois avant, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, à l'issue de la réception de la DSN du mois d'octobre, envoyait en retour de l'envoi de la DSN, dans un compte-rendu métier, les taux à appliquer. Pourquoi si tôt? Pour roder l'émission des taux vers l'entreprise et que l'entreprise s'habitue à recevoir ces taux-là et commence à les intégrer dans son système d'info. L'idée n'étant pas tout de suite de prélever l'impôt, mais de roder le flux des taux fournis par la DGFiP. Donc ça, on imagine très bien que ça sera reproduit pour janvier 2019. Donc ça veut dire que normalement, à partir d'octobre 2018, la DGFiP enverra en retour de la DSN d'octobre des taux que vous devrez commencer à intégrer dans votre système d'info. Donc ça, c'est un point important. Il ne faut pas vous dire que le démarrage sera janvier 2019, ce sera sans doute dans la même logique que ce qui avait été prévu pour le démarrage en janvier 2018, de réceptionner des taux dès début novembre 2018. Pardon. Donc en gros, c'est ce que dit cette première partie de slide. Après, dans le processus mensuel de prélèvement à la source, donc l'idée, c'est que chaque mois, à réception d'une DSN du mois M, la DGFiP vous envoie, en réception de cette DSN, vous envoie un fichier contenant l'ensemble des taux pour l'ensemble des salariés, avec 3 cas possibles, sachant que les 3 cas vont à coup sûr se présenter pour vos salariés. Quels que soient vos périmètres, il est probable que vous ayez ces 3 cas de figure. Donc, je vais commencer par les taux à zéro. Les taux à zéro, c'est les gens qui ne sont pas imposables, donc ils n'auront pas de retenue. Néanmoins, vous aurez dans le fichier un taux qui sera à zéro, qui signifiera explicitement qu'il n'y a pas d'impôt de retenue à la source à calculer. Il y aura un taux normal. Le taux normal, ce sera un taux que le salarié a accepté que la DGFiP communique à l'entreprise et qui contiendra effectivement le taux d'imposition du salarié et qu'il faudra directement appliquer dans votre calcul de paye pour en déduire le montant de la retenue à la source. Et puis, un cas dit taux neutre qui correspond au cas où les salariés auront choisi que le taux ne soit pas communiqué à l'entreprise pour des raisons de confidentialité. Il est probable et fortement probable que ce cas-là se présente chez vous. Auquel cas, vous intégrez aussi l'information selon laquelle la DGFiP vous communique un taux qu'il faut que vous déterminiez par vous-même. Donc ce sera mentionné ça dans le fichier produit par la DGFiP. Et ensuite, vous devrez enclencher ou prévoir que votre système d'info gère une petite mécanique de détermination du taux qui n'est absolument pas simple et trivial. Donc prenez ce point comme un point de vigilance, vous l'avez sûrement vu, mais si vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que pour déterminer le taux, si je remonte à partir de la petite case détermination du taux, il faut commencer par calculer ce qu'ils appellent une référence fiscale, qui ne tient pas compte des revenus périodiques. Je le fais un peu en résumé, c'est un peu ça l'idée, qui se base sur un revenu lissé, on va dire, qui permet qui permet pas. Donc, on détermine une référence fiscale. Ensuite, on s'inscrit dans un barème, sachant qu'il y a 27 barèmes, mais les barèmes dépendent pour l'essentiel on va dire, de la géographie. Alors, il y a des barèmes DOM, il y a des barèmes France, il y en a 27, mais je dirais que la complexité n'est pas le choix du barème, qui devrait être assez facile à identifier. Donc, une fois que vous avez identifié le barème duquel vous dépendez, et que vous avez la référence fiscale, vous êtes en mesure d'aller chercher le taux correspondant. Sauf que, pour certains cas de figure, notamment les CDD courts, c'est CDD de moins de 2 mois, en tout cas c'est comme ça que c'est écrit, ou des contrats à terme imprécis, pour ces cas de figure-là, il faudra pas prendre le plafond et le plancher du barème tel quel, il faudra abattre ces planchers plafonds dans ces cas de figure, selon des règles qui sont précisées dans
dans le décret. Donc déjà, ça fait quelques éléments de complexité. À l'issue de ça, vous pourrez déterminer votre topaz. J'ai des questions. Ouais. Est-ce que tu veux que je te les pose au fur et à mesure? Alors, oui, je suis sûre que dans la mesure où je sais répondre. Donc, taux neutre. Ouais. Est-ce que ce sera à nous de le déterminer? Alors la réponse est carrément oui. D'accord. Taux neutre, ça veut dire, dans le fichier, il y aura probablement une mention qui dira quelque chose comme à vous de déterminer le taux pour ce salarié. Pour X, le taux TN, ou enfin je ne sais pas ce qu'il y aura dans le fichier, mais il n'y aura pas de taux en fait. D'accord, ok. Il y aura juste une mention qu'il faut appliquer un taux neutre et qu'il faut que vous déterminiez dans votre calcul de paie. Ok, parfait, ça répond à la question. Génial. Merci. Donc une fois la détermination du topaz effectuée, le calcul de paye devra déterminer le montant du prélèvement à la source. Et le cas échéant, deuxième élément majeur de complexité, associé à un calcul de régularisation et ou d'indu. Alors j'ai quelques slides derrière sur ces sujets-là. Ça fait partie des éléments de vigilance que je vous invite à regarder assez tôt et assez en amont. Je ne rentrerai pas forcément tout à l'heure dans le détail, néanmoins j'ai un slide assez complet sur le sujet. C'est typiquement le genre d'alerte qu'on veut vous émettre aujourd'hui sur ces cas un peu de complexité. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait le calcul en paye, il y aura des mentions dédiées au pass à faire figurer sur le bulletin de paye. Alors on peut même parler maintenant des bulletins de paye. Vous avez sûrement tous mis en œuvre, ou presque tous, le bulletin clarifié. Donc vous aurez de façon certaine à ajouter des mentions sur le bulletin de paye clarifié. Donc je détaillerai le contenu tout à l'heure. Et puis aussi peut-être à rajouter ces mentions sur le bulletin de paye détaillé qui vous sert peut-être encore au niveau des gestionnaires à contrôler votre paye ou pas. Enfin ça dépend de votre organisation, mais nous on a pas mal de clients qui continuent à produire les deux bulletins. Donc évidemment il faudra impacter les deux bulletins de façon logique sur les mentions pass. Et puis ensuite, ou corrélativement, ou en même temps, évidemment faire figurer tous les éléments relatifs au calcul du pass dans la DSN. Enfin, tous les éléments, je vous montrerai lesquels tout à l'heure. Donc ça a un impact assez substantiel sur le contenu de la DSN que vous connaissez déjà. Une autre petite question, oui. Parce que tu as répondu, c'est savoir dans le cadre d'un couple qui travaillerait donc que dans deux entreprises différentes, comment on détermine un taux, deux taux de toute façon, ça c'est la DGFiP. C'est pas vous qui déterminez le taux. Enfin, c'est pas vous qui déterminez le taux dans le cas d'un foyer fiscal qui choisit de séparer ou d'avoir un taux unique. C'est la DGFiP qui va adresser un taux commun entre les deux époux ou un taux distinct, mais ça c'est de la responsabilité de la DGFiP que de vous communiquer le taux. Par contre, et en cas de taux neutre, de la même façon, de toute façon, taux neutre, vous avez un barème, vous avez la référence fiscale du salarié, vous lui appliquez le barème et il n'y a pas de question à se poser. D'accord. Mais c'est pas le salarié qui vient vous voir et qui vous dit moi je suis marié, comment on fait? Non, ça se passe pas comme ça. C'est la DGFiP qui pilote cette relation avec le salarié, quand même, qui continue à assurer cette relation-là, et qui vous communique le taux à appliquer. En aucun cas, le salarié viendra vous voir pour vous dire, en tout cas en aucun cas, il le fera sans doute, mais en aucun cas, il est de votre responsabilité de déterminer un taux qui serait pas communiqué par la DGFiP. Enfin, c'est la DGFiP qui qui prend en charge le cas des foyers fiscaux avec deux époux, etc. C'est pas à vous de gérer ces sujets-là. Une remarque qui est effectivement, bien entendu, les salariés viendront voir leurs employés quand même. Mais c'est aussi un point de vigilance. Et la DGFiP nous a bien fait rire quand on les voit au club, c'est qu'ils disent non, vous avez rien à faire. Mais dans les faits, vous savez pertinemment ce qui va se passer. On le sait tous. Le salarié qui a son bulletin de paye et qui a une retenue qu'il ne comprend pas, ira directement voir vos gestionnaires. Voilà, ce qui nécessitera que vous soyez à niveau et que vos gestionnaires le soient aussi pour expliquer ce qui se passe et toute cette cinématique et les responsabilités partagées entre la DGFiP et l'entreprise. Alors, je parlais des régules. Je vous ai fait un petit slide un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué.
L'idée, c'est que sur la partie régularisation, c'est en cas d'erreur sur le taux appliqué par l'employeur. Donc, s'il y a un taux à 5 qui est communiqué par la DGFiP et que vous appliquez un taux à 10, il va falloir régulariser votre DSN via un bloc dédié qui s'appelle le bloc 56. Donc, je vous ai mis, hein, ça j'ai rien inventé, c'est je crois que c'est dans le cahier technique. En tout cas, vous avez une synthèse de l'impact DSN, de la gestion, de la régule. Alors, évidemment, c'est mieux de ne pas avoir de régule à gérer. Hein. Donc, c'est mieux de sécuriser en amont la fiabilité des infos que vous déclarez, parce que ces configurations-là pourraient être complexes à gérer. Donc, erreur sur le taux, erreur sur la rémunération nette fiscale ou trop versé. Voilà, je rentre pas dans le détail. Vous avez de la littérature sur le sujet. Par contre, si vous avez régulièrement des typologies de cas qui amènent à ce que des erreurs comme celle-ci, alors pas sur le taux, mais où que la rémunération nette soit fausse, où il y a des trop versés, voilà, il serait pas mal de travailler pour que vous en ayez plus, parce que vous allez avoir à gérer ça en termes d'impact sur la retenue à la source qui en découle. Okay. J'ai juste une petite précision, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, quand la DGFiP vous communique un taux, vous avez 2 mois pour appliquer ce nouveau taux, s'il change par rapport au précédent. Si vous avez un taux qui passe de 10 à 20%, vous n'êtes pas tenu immédiatement de prendre le nouveau taux dans la paye qui vient. Parce que ça dépend aussi du timing à laquelle la DGFiP vous envoie l'info. Donc vous avez 2 mois pour prendre en compte ce nouveau taux. Et pas de régule à faire sur le passé. D'accord? C'est pas parce que vous prenez en compte la modif à l'issue de 2 mois que vous êtes obligé de faire une rétro sur l'application du nouveau taux. Ok? Ça rentre pas dans le cas des régules. Ça rentre dans le cas d'un fonctionnement normal où la DGFiP accepte qu'il y ait une petite latence entre la réception du taux et son application effective en paye. Ok? Un autre cas qui peut poser problème, même si c'est moins complexe, c'est le cas des salariés sortis, pour lesquels vous devrez appliquer le dernier taux de passe. Par exemple, si vous faites une paye sur un salarié sorti, hein, parce que vous avez oublié de verser une prime ou il y a un prud'homme qui revient et il faut redéclarer quelque chose derrière. Donc il faut appliquer le dernier taux de passe connu. Ou voilà ce qu'on écrit, détermination du taux à partir du barème par défaut si le salarié est sorti depuis plus de 2 mois. Vous voyez, donc tout de suite on rentre dans des règles qui peuvent être un peu complexes. Et ce cas-là ne fera pas l'objet d'une régularisation comme décrit précédemment. Il sera géré complètement via le bloc 50, via le bloc 50 en DSN. Désolé si je parle bloc, mais je suis habitué à parler bloc, donc pour ceux que ça intéresse, ils iront voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est quelques éléments que qu'on porte à votre attention, qui peuvent induire un peu de complexité sur des cas de gestion un peu tordus. Si on caractérise le projet PASS très brièvement, on l'a caractérisé comme suit. Alors, c'est d'abord une évolution applicative majeure de vos outils qu'il va falloir assurer, pour la raison que je viens de vous décrire, c'est qu'il y a un certain nombre de calculs à mettre en œuvre sur le PASS. Il y a aussi une nécessaire historisation de tous les CRM que vous allez recevoir de la part de la DGFiP. Il y a tous les taux, tous les fichiers que vous allez recevoir, vous allez devoir historiser. Ils sont tous identifiés par un code, une clé, et vous allez devoir historiser l'ensemble des taux réceptionnés par la DGFiP dans votre système d'info. Donc il y a aussi une évolution applicative dans votre outil qui va permettre de stocker cette information-là. Au-delà du calcul du PASS en lui-même, il y a toute cette dimension stockage de l'historique. Et puis, derrière, c'est une des deuxièmes briques de ce slide, une sécurisation indispensable de ces données. Il y a un slide plus loin qui décrit les risques que vous encourez à faire une erreur ou à divulguer une information relative à l'impôt qui est plutôt dissuasive. Voilà, qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous connaissez en DSN, ou d'ailleurs ils n'ont jamais appliqué les pénalités ou très rarement. Mais là, pour le coup, on est dans des sanctions pénales. Donc, il est préférable de s'assurer que les données sont extrêmement sécurisées. J'ai bien dit pénales.
Par ailleurs, le projet PASS, c'est aussi une diversification nécessaire de vos équipes paye. Aujourd'hui, les équipes paye, elles ont déjà la paye à produire et c'est pas une mince affaire, et à contrôler, et c'est pas une mince affaire, et potentiellement la DSN à contrôler, et ce n'est pas non plus une mince affaire, sauf si ces sujets-là sont centralisés, auquel cas les gestionnaires sur leur périmètre sont moins concernés. En tout état de cause, cette réforme va amener un nouveau champ fiscal dans votre périmètre paye. Et à ce titre, il va falloir que vos équipes y soient préparées, qu'elles comprennent ce que c'est qu'une retenue à la source, qu'elles comprennent le processus de fonctionnement qu'on vient de décrire, qu'elles sachent où sont les responsabilités d'une part des finances publiques et la vôtre d'autre part. Donc, c'est nécessairement un accompagnement de la montée en compétence de vos équipes paye ou des organisations qui seront en charge du sujet. Et peut-être aussi une réflexion plus globale sur où mettons l'ensemble de ces contrôles avec ceux de la DSN qui disent déjà. Voilà, ça peut s'inscrire évidemment et ça doit s'inscrire dans une réflexion plus globale. Il y a ensuite forcément une complexification des contrôles de paie, nécessaire compte tenu du risque encouru comme je viens de le décrire. Donc, complexification des contrôles de paie, c'est juste de s'assurer, par exemple, que le taux reçu est bien appliqué. Voilà, ou alors au bout de 2 mois, au moins. Voilà, c'est un exemple de ce qu'il faudra absolument contrôler. Et puis une organisation qui pilote tout ça. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'il y a une dimension intégration du flux en amont, donc qui va faire intervenir l'IT, des intégrations dans le système d'info, automatique ou pas automatique. Vous aurez le choix, hein. On peut très bien imaginer que vous receviez un CRM sur Net Entreprise et que vous ayez une moulinette qui vient prendre ce fichier, qui le reformate au bon format pour l'envoyer dans votre SIRH. Ça peut être un scénario un peu dégradé, mais ça peut en être un. Ou alors vous mettez en place du machine to machine. Si vous l'avez déjà mis en place sur la DSN, c'est encore mieux. C'est l'un des éléments d'anticipation qu'on vous suggère à la fin d'ailleurs. Donc il y a cette dimension intégration du flux, et puis après l'intégration dans le système d'info, contrôle de bout en bout. Donc de notre point de vue, il est nécessaire de mettre sur le papier un process complet qui vient décrire la gestion du prélèvement à la source de bout en bout avec toutes les éléments de sécurisation nécessaires et de fiabilisation, de fiabilité qui permettent de valider la fiabilité de ce que vous allez déclarer in fine. C'est indispensable. Alors si on fait un petit focus sur les impacts du PASS au niveau du SIRH. Peut-être avant ça, on peut peut-être poser une autre petite question. Donc on m'a demandé, une des questions peut-être de savoir, que je répète le résultat du sondage, donc juste pour info, hein, c'était 20% environ qui n'avaient rien entamé du tout, 71% qui avaient pris connaissance, 4% étaient de faisabilité et 7% pilote. Et là je vous pose une autre question, donc par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué là, sur justement la complexité de la réforme, est-ce que vous aviez conscience de cette complexité? Alors, bon, pour l'instant, j'ai que 24% qui m'ont répondu. Mais apparemment, oui, les gens étaient déjà relativement sensibilisés. Alors, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui, là, j'ai 79% des votants, 84%. C'est beaucoup mieux que les élections. Hein. Donc, j'ai 84% des gens qui ont voté et 84% également qui étaient sensibilisés à la complexité de la réforme. Ce qui me paraît une très bonne chose. Voilà. Alors, c'est un peu anxiogène comme discours, hein, mais je pense que vous le partagez. Anxiogène dans le sens où quand on voit ça on se dit mais c'est quoi cette usine à gaz, cela étant je pense que c'est un vrai message et c'est une réalité et la réalité dans un an on y sera. Donc là on a résumé dans ce slide là les impacts au niveau SI, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est l'intégration, le calcul de paie, l'impact des bulletins sur les bulletins. Je vous ai mis la référence du décret qui précise les mentions attendues sur le bulletin de paie qui sont en gros l'assiette, le taux, le montant de la retenue à la source, avant, après, non, le montant de la retenue et puis le net avant et le net après. Juste pour information, ça va également venir modifier les modalités de calcul de la quotité saisissable, forcément. Donc il est aussi prévu qu'il y ait un changement sur la quotité saisissable en cas de saisie, parce que bien sûr l'impôt vient diminuer de facto et mécaniquement la portion saisissable du salaire, du net.
Donc il y aura un impact induit sur le calcul de la quotité saisie. Et puis toute la partie contrôle déclaration que j'ai commencé à vous décrire avec une nécessité sur la production des états de contrôle qui seront bien pour valider la fiabilité des calculs. Alors au niveau de la DSN, on a fait une synthèse qui je pense pourra vous aider pour mesurer un peu les impacts en DSN. Donc le fameux bloc 56 qui est carrément un nouveau bloc qui contient 7 rubriques nouvelles. Une modification sur le bloc 50 où figurera le montant du prélèvement à la source. Okay, donc le bloc 56 c'est pour les régules et le bloc 50 c'est le bloc versement et c'est lui qui contiendra le montant du prélèvement à la source. Et une notion de rémunération nette fiscale potentielle. Oui, ça existe. Donc en fait, l'explication du contenu de cette rubrique, c'est ouais. Et alors pour les contrats d'apprentissage, ça sera utilisé manifestement pour les contrats d'apprentissage. Je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Donc, et il ne devrait pas y avoir d'autres modifications, sauf sur la S89. Alors vous l'utilisez pas forcément jusqu'à présent. Ça concernera les personnes qui ne sont pas des salariés. Donc il faudra utiliser cette structure pour pour faire des déclarations du prélèvement à la source. Là encore, je vous renvoie aux cahiers techniques. Il y a déjà les cahiers techniques qui ont été produits. Je vous ai pas mis de référence documentaire. On pourra éventuellement vous le faire. Cela étant, il y a une base documentaire tellement énorme que on vous en mettra quelques-uns, quelques liens vers les documents qui nous ont servi à construire cette présentation. Donc, qui répond à une des questions qui avait été posée sur le chat, à savoir est-ce que les documents seront envoyés à l'issue de la présentation? Oui, on vous enverra donc en PDF la présentation qui arrive, on est en train de vous décrire. Alors, les risques de sanctions, encore une fois, désolé si ça vous inquiète et panique, mais il faut quand même en avoir conscience. Les risques de sanctions encourus par le tiers collecteur sont, alors je ne vais pas tout vous lire, elles sont de 3 types. D'une part, la violation du secret des données fiscales. Donc là, voilà, peine de prison de 5 ans, donc on n'est pas dans de l'amende coup bulletin DSN à, je sais plus, 750 €. Voilà. C'est plus du tout le même ordre d'idée. En cas d'insuffisance de la retenue à la source, il y a également une amende qui serait calculée sur des pourcentages de retenue. Et puis en cas de défaut de reversement à la retenue à la source, donc là ça fait mal aussi, mais on imagine bien pourquoi. C'est-à-dire que l'argent vous le gardez. Donc là c'est une amende pénale de 9 000 € et peine de prison de 5 ans. Donc en gros l'idée de ce slide c'est pas voilà, encore une fois c'est pas de mettre de l'angoisse plus qu'il y en a déjà, c'est juste de vous alerter sur le fait qu'il est indispensable de sécuriser le process de bout en bout, qu'il n'y ait pas de fuite et qu'il n'y ait pas que les syndicats vous tombent pas dessus parce que il y a eu des fuites de taux d'imposition sur les salariés. Enfin, voilà. Les conséquences peuvent être graves. Voilà. Alors, cela étant dit, compte tenu de la complexité qu'on vous a présentée là, je pense qu'on a été assez exhaustif sur l'ensemble des axes, des éléments qui font que cette réforme est très complexe à mettre en œuvre et qu'elle le sera. Si effectivement elle est reportée d'un an, moi on pense ici que potentiellement à l'issue de l'audit qui sera mené courant de l'été, en tout cas sur 2017, il n'est pas improbable que cette réforme soit de nouveau reportée, soit carrément annulée. Il y a des personnes au gouvernement qui sont carrément partisans d'annuler la réforme. Et de mon point de vue, c'est pas exclu, en tout cas qu'il y ait un nouveau report et voir qu'elle soit. Je pense que c'est un risque réel. Un risque pour vous, pas vraiment, mais c'est un scénario qu'il faut clairement envisager. Cela étant dit, si le report est confirmé, le report d'un an, ce qu'on vous suggère fortement, c'est de ne pas baisser les bras par rapport au projet qui arrivera, c'est d'anticiper au maximum. À commencer par vous tenir au courant de l'audit qui est mené en ce moment par le gouvernement et de ses résultats.
d'expliquer en amont le process à vos équipes paye. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est quelque chose que vous pouvez très bien transmettre, expliquer à un premier niveau de complexité pour commencer à les sensibiliser à ce que sera demain l'impôt à la source sur un bulletin de paye, ce que pourraient être les questions qui seront posées par un salarié, les réponses qui pourront être adressées et faites. À réfléchir aussi sur, d'un point de vue purement RH, comment on gère de bout en bout le pass dans votre organisation, en termes de contrôle, le contrôle de paie, le contrôle du paiement, avec la compta, etc. Et puis préparer un plan de communication. Alors, un plan de com, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, de réfléchir de façon globale à la mise en place et aux impacts de cette réforme. Et puis, d'un point de vue SIRH, intégrer ou plutôt les évolutions livrées par les éditeurs. J'ai l'info qu'HR Access, que Sopra va maintenir sa roadmap, on va maintenir la livraison de ces évolutions sur 2017. Et je sais aussi que les commerciaux continuent à pousser pour qu'on y aille. Alors, ils ne sont pas forcément bien reçus par les entreprises compte tenu du report, mais ils continuent à faire leur job. Alors oui, intégrer plutôt les évolutions livrées par les éditeurs. Dès lors que la réforme, le report d'1 an est confirmé, je dirais oui. Mettez-vous à niveau autant que vous pouvez. Mettez aussi l'année qui vient à profit pour continuer de fiabiliser votre DSN. Je suis pas certain, et on l'a vu, moi je l'ai vu sur pas mal de clients, il y a encore quelques sujets qui posent problème. Donc mettez l'emphase sur la fiabilisation maximum de votre DSN. Profitez-en peut-être pour aussi augmenter le périmètre de votre DSN sur les signalements, etc. Profitez de ce temps qui vous est accordé pour finaliser les travaux DSN et pas avoir 2 chantiers à gérer d'ici 1 an. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore mis en œuvre les signalements. C'est peut-être l'occasion de le faire. Et d'en profiter aussi, c'est mon dernier point, pour éprouver le mode machine to machine et l'automatisation de gestion des flux avec cette entreprise. En faisant ça, on prend quelque part de l'avance sur une séquence d'automatisation avec un organisme tiers. Et je pense que tout ça, c'est du bénéfice pour demain. De toute façon, c'est du bénéfice pour demain, puisque vous allez gagner en temps de gestion à intégrer les fichiers en automatique. Et puis, a fortiori, si le prélèvement est maintenu dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, vous aurez déjà rodé ce mode de fonctionnement. Et ça me semble important. Alors, il y a quelques questions quand même concernant les outils justement. Savoir un peu où en sont les éditeurs. Donc est-ce qu'il y a des éditeurs qui ont peut-être arrêté le développement du prélèvement à la source ou, Alors, HR Access, ils l'ont pas arrêté. Je parle de Sopra, HR Access, ils l'ont pas arrêté. J'imagine qu'ils ont fait pareil sur Playad. Donc ils maintiennent leur roadmap. SAP, pour l'instant, j'ai vu l'équipe SAP, ils ont maintenu leur roadmap. Bon, ils n'ont pas communiqué sur un changement sur leur roadmap SIRH. Donc, pour l'instant, ils restent en ligne, en ayant un discours un peu similaire, en disant oui, c'est pas abandonné, il faut anticiper et nous on avance quoi. Mais sur Pandore ou sur Cégide? Alors sur Cégide Pandore, on pourra avoir l'info rapide. Est-ce que ça a été communiqué? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont communiqué clairement sur les sujets? Je ne sais pas. Est-ce que nous avec Pandore on a communiqué? Je suis pas sûr. En fonction des participants, on pourra peut-être répondre sur l'ensemble des outils. Quelle est la roadmap éditeur? Ça on pourra vous le dire. Je vous la donnerai sur HR Access. Il y a des questions sur Cégide, sur Cégide, sur Pandore pendant la call là-dessus, mais effectivement, on vous répondra là-dessus. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Et autrement, autre question, il y a des gens qui demandent dans cette incertitude devant le report ou éventuellement l'annulation de la réforme, est-ce que ça vaut la peine de rester pilote? C'est marrant, hein, avant de commencer ce webinaire, on s'est dit, je ne sais pas si les pilotes qu'on connaît, alors moi j'en connais 2, je connais Disney et l'AFPA, pour pas les citer. Et je me suis demandé s'ils allaient rester pilotes dans cette configuration. Est-ce qu'il faut rester pilote? Honnêtement, je m'interroge, je trouve que c'est un peu tôt. L'audit alors c'est aussi l'objectif de l'audit et des pilotes, hein, mais à la fois c'est dommage que vous sortiez du pilote parce que on attend de vous que vous nous disiez si c'est effectivement une usine à gaz et si c'est faisable. Donc on attend beaucoup de votre contribution. Mais d'un autre côté, je pourrais entendre et il serait légitime de dire, compte tenu qu'on n'est pas sûr que ce soit maintenu, est-ce qu'on va investir du temps à être pilote sur le sujet? Je reconnais que c'est une très bonne question. Et moi j'ai ma conviction, mais voilà.
je la garderai pour moi. Mais je pense qu'au regard de ce que je vous ai dit, vous pouvez la déduire. Je pense que c'est un peu tôt, voilà, parce que je pense que c'est vraiment compliqué. Il y a plein de sujets qui n'ont pas été adressés mal, voilà, trop mal. Voilà. Alors, en termes de conclusion, c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on vient de se dire. Hein. C'est une réforme complexe. 1, par son contenu, 2, par son mode d'organisation. C'est pas forcément, je liste pas forcément dans les priorités, mais par son contenu, par son mode d'organisation qu'elle va imposer aux entreprises, par la responsabilité qu'elle va vous faire porter, et en termes de risques associés, et puis aussi par la nature des échanges qu'elle va instaurer entre vous et vos salariés. Et voilà. Pour toutes ces raisons-là, je me répète, mais si le report d'un an est confirmé et que la réforme est maintenue, essayez d'anticiper au maximum. Là où vous pouvez anticiper sur les différents éléments qu'on vient de voir, hein, peut-être sensibiliser vos équipes, ça me semble une bonne idée de le faire très tôt. Être en veille sur ce sujet-là, voilà, ça peut être mettre peut-être le machine to machine, faire tout ça, je pense que c'est des axes intéressants sur lesquels vous pouvez avancer. Voilà. Un dernier petit sondage. Vas-y. Donc un dernier petit sondage par rapport à l'inquiétude majeure sur la mise en place de la réforme. Est-ce que c'était plutôt pour vous, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même pas mal d'inquiétudes, est-ce que c'était plutôt l'adaptation de votre organisation, la mise en place des outils, la sécurisation des process, ou ça peut être autre chose éventuellement. Là, pour l'instant tout le monde n'a pas encore voté. Je fais une petite parenthèse, alors c'est peut-être un tout petit peu à côté, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, pour la N4DS, je vous donne l'info parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous l'avez avant nous, pour la N4DS 2017, à produire en janvier 2018, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faudrait que vous vérifiez auprès de vos organismes si vous avez besoin de produire une N4DS 2017 ou pas. En fait, ça va dépendre de la qualité de votre DSN de début d'année, et c'est les organismes qui vont vous communiquer ça normalement en septembre de cette année. Mais je vous conseille d'essayer de voir avec eux rapidement si vous serez obligé de le faire. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais il y a pas mal de clients qui n'avaient pas prévu d'en faire et qui aujourd'hui à qui on dit si vous êtes obligé de faire une N4DS 2017 compte tenu du manque de qualité de votre DSN phase 3 entre janvier et en début d'année. C'était une parenthèse. Le résultat du sondage, donc on a 81% des gens qui ont voté et nous avons 77% des gens qui sont inquiets par la mise en place des outils. 40% sur l'adaptation de l'organisation, 53% sur la sécurisation des process, 7% sont autres. Tu vois, sur les outils, ouais. Donc c'est vraiment les outils qui inquiètent. Sur les outils, je suis presque... C'est pas là-dessus que je serais plus inquiet parce qu'on a vu des réformes déjà très compliquées au niveau des outils. La DSN, c'est quand même un sacré sujet sur les 3 phases. Par contre, je suis plus inquiet sur le reste, sur les responsabilités, la façon dont vous allez pouvoir gérer cette nouvelle relation avec les salariés, les renvois de balles avec les finances publiques, tout ça c'est inquiétant. Les intégrations aussi des flux avec la DGFIP ou le fonctionnement des flux, automatisation de flux, tout ça m'inquiète plus finalement que la mise en œuvre dans l'outil, mais bon, tous les éléments portent en une complexité effectivement. Ok. Donc si vous n'avez pas de questions, eh bien, il nous reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci beaucoup Fred. De rien, merci encore à vous. Pour votre participation. Et à bientôt pour un prochain webinaire sur le prélèvement peut-être. Peut-être sur le prélèvement ou peut-être sur un autre sujet. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.